Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 7. Préparatifs de départ. Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle encore étourdi, et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnai donc les bords de l'Elbe du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Hambourg. Je flottais entre 1000 hypothèses contradictoires, sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant, je me rappelais avoir été convaincu, quoique mon enthousiasme commençât à se modérer. Mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion. Oui, le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, 1 heure après, cette surexcitation tomba. Mes nerfs se détendirent, et des profonds abîmes de la terre, je remontai à la surface. « C'est absurde !» m'écriai-je. « Cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. » Cependant, j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Attona. Pressentiment justifié, car j'aperçus ma petite Grauben, qui de son pied leste revenait bravement à Hambourg. « Grauben !» lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta, un peu troublée, j'imagine, de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En 10 pas, je fus près d'elle. « Axel !» fit-elle surprise. « Ah, tu es venu à ma rencontre ? C'est bien ça, monsieur. » Mais en me regardant, Grauben ne put se méprendre à mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc ?» dit-elle en me tendant la main. « Ce que j'ai, Grauben, » m'écriai-je. En 2 secondes et 3 phrases, ma jolie Virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien ? Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes 100 de pas sans parler. « Axel, me fit-elle enfin, ma chère Grauben, ce sera là un beau voyage ?» Je bondis à ces mots. « Oui, Axel, et digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelque grande entreprise. »« Quoi ? Grauben, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition ? » ?»« Non, cher Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerai volontiers. »« Dis-tu vrai ? » ?»« Oui, je dis vrai. » J'étais déconcertée. Et pourquoi ne pas le dire honteux ? « Grauben, repris-je, nous verrons si demain tu parleras de cette manière. »« Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. » Grauben et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisée par les émotions de la journée. Après tout, pensais-je, les calendes de juillet sont encore loin, et d'ici là, des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Königstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché suivant son habitude et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir. Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur. Je le trouvais criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée. La vieille servante ne savait où donner de la tête. « Mais viens donc, Axel, hâte-toi donc, malheureux !» s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçut. « Et ta malle qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. » Je demeurais stupéfait. La voix me manquait pour parler. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots. « Nous partons donc ?»« Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là. »« Nous partons ?» répétai-je d'une voix affaiblie. « Oui, après-demain, à la 1re heure. » Je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans ma petite chambre. Il n'y avait plus à en douter. Mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage. L'allée était encombrée d'échelles, de cordes à nœuds, de torches, de gourdes, de crampons de fer, de pics, de bâtons ferrés, de pioches, de quoi charger 10 hommes au moins. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain, je m'entendis appeler de bonne heure.
J'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte. Mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots, « Mon cher Axel ?» Cependant, je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînai Graüben dans le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons ?»« Comment ? Tu en doutes ?»« Non, dis-je, afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. »« Mais le temps qui fuit avec une irréprérable vitesse. Cependant, nous ne sommes qu'au 26 mai, et jusqu'à la fin de juin. Et crois-tu donc, ignorant, qu'on se rende si facilement en Islande ? Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague, chez Liffender & Co. Là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service. Eh bien, si nous attendions au 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre du Skartaris caresser le cratère du Sneffels. Il faut donc gagner Copenhague au plus vite pour y chercher un moyen de transport. Va faire ta malle. » Il n'y avait pas un mot à répondre. Je remontai dans ma chambre. Graüben me suivit. Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre dans une petite valise les objets nécessaires à mon voyage. Quand la dernière courroie de la valise fut bouclée, je descendis au rez-de-chaussée. Pendant cette journée, les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. La bonne Marthe en perdait la tête. « Est-ce que monsieur est fou ?» me dit-elle. Je fis un signe affirmatif. « Et il vous emmène avec lui ?» Même affirmation. « Où cela ?» dit-elle. Et j'indiquai du doigt le centre de la terre. « À la cave ?» s'écria la vieille servante. « Non, dis-je, enfin, plus bas. » Le soir arriva, je n'avais plus conscience du temps écoulé. « À demain matin, dit mon oncle, nous partons à 6 heures précises. » À 10 heures, je tombai sur mon lit comme une masse inerte. Pendant la nuit, mes terreurs me reprirent. Je la passai à rêver de gouffres. J'étais en proie au délire. Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. Je tombais au fond d'insondables précipices avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace. Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. Je me réveillai à 5 heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table. Il dévorait. Je le regardais avec un sentiment d'horreur. Mais Graüben était là. Je ne dis rien. Je ne pus manger. À 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. « Et ta malle ?» me dit-il. « Elle est prête, » répondis-je en défaillant. « Dépêche-toi donc de la descendre ou tu vas nous faire manquer le train. » Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et, laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Graüben les rênes de sa maison. Ma jolie Virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Graüben !» m'écriai-je. « Va, mon cher Axel, va !» dit-elle. « Tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Graüben dans mes bras et pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille, du seuil de la porte, nous adressèrent un dernier adieu. Mais les 2 chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Chapitre 8. Les leçons d'abîme. 3 jours après, à 10 heures du matin, nous prenions pied à Copenhague. Les bagages furent chargés sur une voiture et conduits avec nous à l'hôtel du Phénix dans la Bredkade. Ce fut l'affaire d'une demi-heure car la gare est située en dehors de la ville. Puis mon oncle, faisant une toilette sommaire, m'entraîna à sa suite. Nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance. J'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument, mais il n'en fut rien. Une petite goélette danoise, la Valkyrie, devait mettre la voile le 2 juin pour Reykjavik. Le capitaine, M. Bjarne, se trouvait à bord. Son futur passager, dans sa joie, lui serra les mains à les briser. Le brave homme fut un peu étonné d'une pareille étreinte.
Il trouvait tout simple d'aller en Islande puisque c'était son métier. Mon oncle trouvait cela sublime. Le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment. Mais nous n'y regardions pas de si près. « Soyez à bord mardi, à 7 heures du matin », dit M. Bjarne, après avoir empoché un nombre respectable de spécis dollars. Nous le remerciâmes alors et nous revînmes à l'hôtel du Phénix. « Cela va bien, ça va très bien », répétait mon oncle. « Quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir. Maintenant déjeunons et allons visiter la ville. » Mon oncle fut tout de suite vivement frappé par la vue d'un certain clocher situé dans l'île d'Amak, qui forme le quartier sud-ouest de Copenhague. Je reçus l'ordre de diriger nos pas de ce côté. Je montai dans une petite embarcation à vapeur qui faisait le service des canaux, et en quelques instants elle accosta le quai de Dockyard. Après avoir traversé quelques rues étroites où des galériens vêtus de pantalons jaunes et gris travaillaient sous le bâton des argousins, nous arrivâmes devant Fort Frelsers-Kirk. Cette église n'offrait rien de remarquable, mais voici pourquoi son clocher assez élevé avait attiré l'attention du professeur. À partir de la plateforme, un escalier extérieur circulait autour de sa flèche, et ses spirales se déroulaient en plein ciel. « Montons, dit mon oncle. « Mais le vertige, répliquai-je. Raison de plus, il faut s'y habituer. Cependant, viens, je te dis, ne perdons pas de temps. Il fallut obéir. Le gardien qui demeurait de l'autre côté de la rue nous remit une clé, et l'ascension commença. Mon oncle me précédait d'un pas alerte. Je le suivais non sans terreur, car la tête me tournait avec une déplorable facilité. Je n'avais ni l'aplomb des aigles, ni l'insensibilité de leurs nerfs. Tandis que nous fûmes emprisonnés dans la vis intérieure, tout alla bien, mais après 100 marches, l'air vint me frapper au visage. Nous étions parvenus à la plateforme du clocher. Là commençait l'escalier aérien, gardé par une frêle rampe et dont les marches de plus en plus étroites semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais !» m'écriai-je. « Serais-tu poltron par hasard ? Monte !» répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales. Mes jambes se dérobaient, je grimpai bientôt sur les genoux, puis sur le ventre. Je fermai les yeux, j'éprouvais le mal de l'espace. Enfin mon oncle me tirant par le collet, j'arrivai près de la boule. « Regarde, me dit-il, et regarde bien, il faut prendre des leçons d'abîme. » Je dus ouvrir les yeux. J'apercevais les maisons aplaties et comme écrasées par une chute au milieu du brouillard des fumées. Au-dessus de ma tête passaient des nuages échevelés, et par un renversement d'optique, ils me paraissaient immobiles, tandis que le clocher, la boule, moi, nous étions entraînés avec une fantastique vitesse. Au loin, d'un côté s'étendait la campagne verdoyante, de l'autre étincelait la mer, sous un faisceau de rayons. Le Sund se déroulait à la pointe de l'Elsner avec quelques voiles blanches, véritables ailes de goéland, et dans la brume de l'Est ondulaient les côtes à peine estompées de la Suède. Toute cette immensité tourbillonnait à mes regards. Néanmoins, il fallut me lever, me tenir droit et regarder. Ma première leçon de vertige dura 1 heure. Quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues, j'étais courbattu. « Nous recommencerons demain, » dit mon professeur. Et en effet, pendant 5 jours, je repris cet exercice vertigineux, et bon gré mal gré, je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations. Chapitre 9. La capitale de l'Islande. Le jour du départ arriva. La veille, un complaisant ami nous avait donné des lettres de recommandation pressantes pour le comte Tramp, gouverneur de l'Islande, M. Picterson, le coadjuteur de l'évêque, et M. Finsen, maire de Reykjavik. En retour, mon oncle lui octroya les plus chaleureuses poignées de main. Le 2, à 6 heures du matin, nos précieux bagages étaient rendus à bord de la Valkyrie. Le capitaine nous conduisit à des cabines assez étroites et disposées sous une espèce de roue. « Avons-nous bon vent ?» demanda mon oncle. « Excellent !» répondit le capitaine Bjarne.
un vent de sud-est. Nous allons partir de Saône, grand largue et toute voile dehors. » Quelques instants plus tard, la goélette, sous sa misaine, sa brigantine, son hunier et son perroquet, appareilla et donna à pleine toile dans le détroit. 1 heure après, la capitale du Danemark semblait s'enfoncer dans les flots éloignés, et la Valkyrie rasait la côte d'Elsner. Dans la disposition nerveuse où je me trouvais, je m'attendais à voir l'ombre d'Hamlet errant sur la terrasse légendaire. « Sublime, insensé, disais-je. Tu nous approuverais sans doute. Tu nous suivrais peut-être pour venir au centre du globe chercher une solution à ton doute éternel. » Mais rien ne parut sur les antiques murailles. Le château est d'ailleurs beaucoup plus jeune que l'héroïque prince du Danemark. Il sert maintenant de loge somptueuse aux portiers de ce détroit du Sund, où passent chaque année 15 000 navires de toutes les nations. Le château de Kronborg disparut bientôt dans la brume, ainsi que la tour d'Helsingborg élevée sur la rive suédoise, et la goélette s'inclina légèrement sous les brises du Kattegat. La Valkyrie était une fine voilière, mais avec un navire à voile on ne sait jamais trop sur quoi compter. Elle transportait à Reykjavik du charbon, des ustensiles de ménage, de la poterie, des vêtements de laine et une cargaison de blé. 5 hommes d'équipage, tous danois, suffisaient à la manœuvrer. « Quelle sera donc la durée de la traversée » demanda mon oncle au capitaine. « 1 dizaine de jours, répondit ce dernier, si nous ne rencontrons pas trop de grains de nord-ouest par le travers des Féroé. »« Mais, enfin, vous n'êtes pas sujet à éprouver des retards considérables ?»« Non, monsieur Lindenbrock, soyez tranquille, nous arriverons. » Les 10 jours écoulés en sortant d'une tempête qui força la goélette de fuir à sec de toile, on releva dans l'est la balise de la pointe des Skagen, dont les roches dangereuses se prolongent à une grande distance sous les flots. Un pilote islandais vint à bord, et 3 heures plus tard, la Valkyrie mouillait devant Reykjavik, dans la baie de Faxa. Le professeur sortit enfin de sa cabine, un peu pâle, un peu défait, mais toujours enthousiasme, et avec un regard de satisfaction dans les yeux. La population de la ville, singulièrement intéressée par l'arrivée d'un navire dans lequel chacun a quelque chose à prendre, se groupait sur le quai. Mon oncle avait hâte d'abandonner sa prison flottante, pour ne pas dire son hôpital. Mais avant de quitter le pont de la goélette, il m'entraîna à l'avant, et là, du doigt, il me montra, à la partie septentrionale de la baie, une haute montagne à 2 pointes, un double cône couvert de neiges éternelles. « Le Sneffels !» s'écria-t-il. « Le Sneffels !» Et puis, après m'avoir recommandé d'un geste un silence absolu, il descendit dans le canot qui l'attendait. Je le suivis, et bientôt nous foulions du pied le sol de l'Islande. Tout d'abord apparut un homme de bonne figure et revêtu d'un costume de général. Ce n'était cependant qu'un simple magistrat, le gouverneur de l'île, monsieur le baron Tramp en personne. Le professeur reconnut à qui il avait affaire. Il remit au gouverneur ses lettres de Copenhague, et il s'établit en danois une courte conversation, à laquelle je demeurai absolument étranger, et pour cause. Mais de ce premier entretien, il résulta ceci, que le baron Tramp se mettait entièrement à la disposition du professeur Lindenbrock. Mon oncle reçut un accueil fort aimable du maire, M. Finson, non moins militaire par le costume que le gouverneur, mais aussi pacifique par tempérament et par état. Quant au coadjuteur Picterson, il faisait actuellement une tournée épiscopale dans le bailliage du Nord. Nous devions renoncer provisoirement à lui être présentés, mais un charmant homme, et dont le concours nous devint fort précieux, ce fut M. Fredriksson, professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik. Ce savant modeste ne parlait que l'islandais et le latin. Il vint m'offrir ses services dans la langue d'Horace, et je sentis que nous étions faits pour nous comprendre. Ce fut en effet le seul personnage avec lequel je pus m'entretenir pendant mon séjour en Islande. Sur 3 chambres dont se composait la maison, cet excellent homme en mit 2 à notre disposition, et bientôt nous y fûmes installés avec nos bagages, dont la quantité étonna un peu les habitants de Reykjavik. « Eh bien, Axel, me dit mon oncle, ça va, et le plus difficile est fait. »« Comment, le plus difficile ?» m'écriai-je. « Sans doute nous n'avons plus qu'à descendre. »« Si vous le prenez ainsi, vous avez raison, mais enfin,
Après avoir descendu, il faudra remonter, j'imagine. Oh, cela ne m'inquiète guère. Voyons, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me rendre à la bibliothèque. Peut-être s'y trouve-t-il quelques manuscrits de Saknussemm, et je serai bien aise de le consulter. Alors, pendant ce temps, je vais visiter la ville. Est-ce que vous n'en ferez pas autant? Oh, ça m'intéresse médiocrement. Ce qui est curieux dans cette terre d'Islande, ce n'est pas dessus, mais dessous. Je sortis et j'errai au hasard. S'égarer dans les rues de Reykjavik n'eût pas été chose facile. Je ne fus donc pas obligé de demander mon chemin, ce qui, dans la langue des gestes, expose à beaucoup de mécomptes. La ville s'allonge sur un sol assez bas et marécageux, entre deux collines. Une immense coulée de lave la couve d'un côté et descend en rampe assez douce vers la mer. De l'autre s'étend cette vaste baie de Faxa, bornée au nord par l'énorme glacier du Snæfellsnes, et dans laquelle la Valkyrie se trouvait seule à l'ancre en ce moment. Ordinairement, les gardes-pêche anglais et français s'y tiennent mouillés au large, mais ils étaient alors en service sur les côtes orientales de l'île. En 3 heures, j'eus visité non seulement la ville, mais ses environs. L'aspect général était singulièrement triste. Pas d'arbres, pas de végétation, pour ainsi dire. Partout, les arêtes vives des roches volcaniques. Les huttes des Islandais sont faites de terre et de tourbe, et leurs murs inclinés en dedans. Elles ressemblent à des toits posés sur le sol. Seulement, ces toits sont des prairies relativement fécondes. Grâce à la chaleur de l'habitation, l'herbe y pousse avec assez de perfection, et on la fauche soigneusement à l'époque de la fenaison, sans quoi les animaux domestiques viendraient paître sur ces demeures verdoyantes. Après une bonne promenade, lorsque je rentrai dans la maison de M. Fridriksson, mon oncle s'y trouvait déjà en compagnie de son hôte. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.